Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé, 3e saison de Bola Latina. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve, et je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, temps additionnels, FC Corner ou bien Efrika. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 8e numéro de Lucarne Opposé Magazine est désormais disponible, un numéro consacré aux idoles méconnues du monde Hello, ces légendes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Bon allez, trêve de plaisanterie, on passe aux choses sérieuses aujourd'hui. Bola Latina vous emmène du côté de la patrie del Señor Zapata, car entre le Chiapas et le Rio Grande, les clubs mexicains jouent un drôle de manège, celui d'une sorte de système de franchise qui n'en est pas véritablement un. Pour aborder la question, nous accueillerons le Mexas de la bande Hello, Diego Tonatiuh. Comment vas-tu, Diego ? Bah écoute, non, ça va, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on parle pas du Mexique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Mexique et c'est justement pour ça que je me suis dit, mais il manque du Mexique sur Bola Latina, ça faisait très longtemps. Tu as bien raison, tu as totalement raison. C'est à cause des Argentins toujours, hein, ils accaparent exactement. Tout le temps. Voilà. L'Argentine et le Brésil, toujours eux, c'est toujours eux. Mm-hmm. Alors dis-moi, Diego, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un club de football au Mexique ? Comment ça fonctionne ? Eh ben, ça va vous surprendre, hein, mais finalement, un club mexicain, ça fonctionne pas si différemment que ça qu'un autre club de foot, notamment en Amérique latine. Si on parle de la conception du club de foot, en tout cas, il y a les grands clubs qui sont les clubs des grandes villes, et puis ensuite, il y a tout un tas de clubs qui gravitent autour de ces grands clubs et qui fonctionnent souvent sur le système de franchise. Donc c'est clairement le thème de la discussion. Il y a parmi les grands clubs, c'est pas des franchises, hein, la plupart du temps. Il y a des coopératives comme le Cruz Azul, il y a des clubs qui appartiennent à des universités comme le Pumas. Mais la grande majorité des clubs mexicains fonctionnent sur le système de franchise. Pour le meilleur comme pour le pire, on verra ça plus tard, mais voilà la plupart des clubs comment ça fonctionne au Mexique. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en surface, comme ça, quand on regarde le championnat mexicain, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un système de franchise comme les maîtres de système de la franchise, les Américains, enfin les Nord-Américains en tout cas. Du coup, en quoi, pourquoi il n'est pas aussi clair ce système de franchise ? Pourquoi il saute pas aux yeux ? Et pourquoi, comment ça se fait qu'il n'est pas aussi assumé que celui des gringos du Nord ? Déjà parce que comme je te l'ai dit, la plupart des clubs, les clubs les plus historiques n'en sont pas. Mais ensuite, moi je trouve que c'est quand même plutôt visible. La ligue, elle est quand même principalement fermée. Il y a une descente par an qui se fait de manière complètement rocambolesque. Et avant que j'explique le système de descente, hein, ça se fait sur la moyenne des points. Voilà, c'est le quociente ou alors le porcentaje. Pas besoin de traduire, mais c'est la somme des points obtenus sur les 6 derniers tournois, donc sur les 3 dernières années. Ce qui fait que parfois c'est pas le dernier du championnat qui va descendre. Et donc déjà ça montre que t'as pas mal de clubs qui sont protégés. Donc ce qui fait que c'est quand même une ligue très fermée. Et de temps en temps l'équipe qui descend a la possibilité, si elle le veut, de racheter sa place dans le championnat. C'est ce qui se passe depuis quelques années avec un club comme Veracruz, dont on parlera tout à l'heure. Ce qui fait que c'est quand même une ligue plutôt fermée où t'as pas mal de clubs qui possèdent une place tant qu'ils sont capables de la payer en fait. Donc en réalité, c'est comme plutôt visible, je pense. Surtout quand tu vois chaque fin de Clausura, donc le Clausura qui est le tournoi de janvier à juin, et tu vois qu'il y a commencé à y avoir des tractations, commence à y avoir certains clubs de deuxième division qui ne sont pas montés et qui estiment avoir les moyens de pouvoir monter et d'acheter une place. Et donc du coup tout ça se moyenne avec la ligue. Et
La grande différence avec les États-Unis, c'est que oui, évidemment, dans une économie comme les États-Unis, c'est rentable. De toute façon, tu auras toujours la moyen de faire rentrer de l'argent et il y aura toujours un fonctionnement clair. Au Mexique, toute cette histoire tout le fait de pouvoir acheter sa place dans un pays comme le Mexique, où c'est très peu transparent, où on sait, c'est quand même connu que le Mexique, il y a des problèmes de corruption, À tu sais peine. jamais où va l'argent, et enfin, voilà, en termes de corruption, c'est probablement dans le dernier tiers ou dernier quart des pays de la planète en termes de transparence. Et donc, du coup, forcément, ça se répercute sur le pays, sur le championnat. Ça donne des exemples comme Veracruz qui doit descendre depuis au moins 3 ans, au moins 2 ans. Ah oui, j'allais te lancer. Parlons de cas concrets. Voilà. Tu as évoqué Veracruz et on va en parler aussi. Ça fait penser à un autre cas, celui de San Luis et des Jaguares del Chiapas. Tu peux nous parler du cas de Veracruz qui évite la descente comme ça? Ouais, Veracruz, c'est un club déjà du port. Alors, c'est pas pour aller dans les clichés, mais c'est un club, c'est un port là où transitent beaucoup de marchandises. On voit vers où je veux aller. Le président, il s'appelle Fidel Curi. C'est un gars pas très clair déjà, qui avait des relations assez ambiguës avec l'ancien gouverneur de l'État, qui est parti quand même en exil au Guatemala parce qu'il était recherché par le procureur de la République pour corruption et même pour plusieurs assassinats. Donc voilà, ça montre un peu déjà le panorama. Et ensuite Veracruz qui devait descendre une nouvelle fois cette année, qui est probablement l'équipe la plus mauvaise de l'histoire du championnat mexicain, qui n'a pas gagné un match depuis fin novembre, il me semble, de l'année dernière, donc on va bientôt fêter un an. Ils perdent presque tous leurs matchs, c'est des totals 6-0, 7-0, 5-0 parce qu'ils n'ont pas les joueurs adéquats pour le championnat mexicain, parce que c'est très mal géré, parce que toute la cellule dirigeante ne fonctionne pas bien, mais c'est un club qui résiste et qui arrive à rester parce qu'on ne sait comment. Curi Alors arrive comment à payer la font-ils place. ça? Bah, c'est compliqué à dire. Moi, j'ai pas les clés pour dire comment ils y arrivent, mais en tout cas, le président et le club arrivent à trouver de l'argent alors ça s'estime dans les 6 millions de dollars par an, arrivent à trouver l'argent pour pouvoir se maintenir. Et à partir de là, le club parvient à se maintenir. D'accord. Mais c'est à quel moment intervient le système de franchise du coup avec Veracruz? C'est toujours comme je t'ai dit, vers le clausura, donc vers le mois d'avril, mai, juin, que là, on commence à décider de ce qui va se passer. L'an dernier, on savait que Veracruz allait en tout cas sportivement tomber en deuxième division. Il était question donc qu'est-ce qui va se passer? Si Veracruz arrive à sauver sa place, est-ce qu'ils vont parvenir est-ce que le champion de deuxième division va-t-il pouvoir monter? Parce que ça, il y a ça aussi. Il pose comme problème l'an dernier, donc en 2018, c'est Tapachula qui gagne, mais comme c'est un petit club avec très peu de ressources, on leur a dit non mais vous n'êtes pas capable de payer la place en première division, vous ne la payerez pas et vous ne pourrez pas monter en première division. Et c'est comme ça que Veracruz a été maintenu. Là cette année, Veracruz a pu se payer la place, mais il y a une autre franchise qui est plutôt qui a pas mal de pouvoir, qui s'appelle San Luis, qui a gagné ce que j'allais dire, c'est San Luis la qui deuxième a division. d'ailleurs remporté la seconde division face aux Dorados de Sinaloa, coaché par Maradona à ce moment-là. Voilà, et San Luis qui est quand même devenu il y a 2 ans une filiale de l'Atlético de Madrid, les Espagnols se sont dit non mais attendez, on a obtenu sportivement notre montée, il nous faut cette place-là. Donc finalement, ils sont montés en première division, San Luis. Donc du coup, ça fait que aujourd'hui, on se retrouve avec un championnat à 19 clubs. Parce qu'on n'a pas pu dire non à Veracruz et on n'a pas pu dire non à San Luis. Ça, c'est la magie du football mexicain. D'accord, donc il y aura 19 clubs en 2020. Non, déjà, alors ça, c'était au printemps, ça. Donc, oui, mais là, cette année, pour l'instant, le championnat qui est en cours, San Luis n'a pas commencé en Primera. Si. Ça, c'était donc, du coup, à la fin du clausura, donc en juin, du coup. Ça s'est passé en juin, et du coup, à partir de la reprise, donc, qui a eu lieu fin juillet, début août, le championnat a repris avec 19 clubs. Donc, et pourtant, je suis tes résumés sur Lucarno Posé et ceux de Nico, mais je n'ai absolument pas vu San Luis débuter trop omnubilé par la déliquescence de certains gros clubs. J'ai pas vu San Luis remonter. On en parle parce que c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. C'est un club qui va largement se maintenir parce qu'ils ont des gros moyens. Donc, du coup, si on récapitule, Veracruz conserve sa place, donc ça fait 18 équipes, plus le leader qui a gagné la deuxième division, ça fait 19 équipes. Et on rajoute à ça une nouvelle équipe. Pourquoi? Parce que un club qui était pensionnaire de la première division, les Lobos de Puebla,
eux n'ont pas réussi à trouver l'argent pour se maintenir. Donc ils auraient très bien pu être sortis de la ligue et comme ça on se retrouve avec 18 clubs, avec donc Saint-Louis qui monte et Veracruz qui se maintient. Et non, il y a un club qui s'est manifesté, on savait que c'est un club qui voulait appartenir à la première division, c'est le club de Ciudad Juárez, à la frontière. C'est un ancien club qui s'appelait Bravos de Juárez, qui a été renommé parce qu'il a été repris, qui s'appelle maintenant le FC Juárez, et qui a acheté sa place au profit des Lobos de Puebla. Donc ça fait que finalement, il y a deux nouvelles équipes dans le championnat mexicain, une qui a obtenu sa place en montant, San Luis, et une qui a obtenu sa place en achetant celle d'un autre club. Oui, ça, j'avais donc Juárez qui a remplacé les Lobos. Mais d'ailleurs, en plus de ça, donc Veracruz qui se maintient, ça fait 19 clubs. D'ailleurs, en parlant de San Luis, il y a quelques années, San Luis eux-mêmes avaient subi ce sort-là avec les Jaguares del Chiapas. Oui, alors en fait, ce qui s'était passé, c'était que il me semble que Querétaro devait descendre. C'est en 2013. Querétaro devait descendre. Querétaro qui, on le savait pas encore, mais une année après allait devenir le nouveau club de Ronaldinho. Querétaro qui devait descendre a finalement réussi à obtenir la place des Jaguares, donc les Jaguars du Chiapas, qui est un club du sud du pays. Mais donc du coup, ils ont réussi à acheter cette place-là. Et la ville, un autre personnage de cette région-là, a réussi à acheter la place de San Luis, qui à l'époque n'appartenait pas encore à l'Atlético de Madrid, pour la même ville, pour refonder plus ou moins le même club. Il s'est donc nommé finalement Chiapas. Donc si on récapitule, Querétaro qui devait descendre est resté en achetant la place de Chiapas, mais finalement Chiapas a réussi à se maintenir en achetant ultérieurement la place de San Luis. Donc le club de Jaguares a juste dû changer de nom. Les Jaguares de Chiapas sont devenus tout simplement les Chiapas FC. D'accord. C'est compliqué, hein. Oui, c'est assez compliqué. Que plusieurs, toutes les questions de est-ce qu'on a la possibilité d'acheter une place, et si on voit qu'un club n'a pas la possibilité de maintenir la sienne, et ben tu peux arriver et lui choper la sienne. C'est un peu comme quand tu es au Monopoly et que tu te rends compte que tu as un gars qui est dans la merde financièrement, mais qui possède encore plusieurs rues dans un des morceaux une partie du plateau du jeu. Tu peux négocier avec lui et tu lui achètes sa place. D'accord. Là, on parle de relativement petits clubs depuis le début. Il y a des clubs un peu plus huppés, un peu plus gros, sans être des cadors. Évidemment, on ne parle pas de l'América, on ne parle pas des Pumas, on ne parle pas des Chivas. Mais moi, je pense au cas des Atlantes et au Necaxa. Deux clubs de Mexico qui avaient une certaine histoire quand même, qui étaient là depuis les débuts plus ou moins de l'histoire du football mexicain, et qui ont choisi de s'expatrier, de partir de DF, de la capitale mexicaine, les Atlantes pour partir à Cancún et Necaxa pour partir à Aguascalientes. Comment ça se passe dans ces cas-là, et notamment quel est l'impact sur les supporters, parce que c'était des clubs plus ou moins historiques, évidemment, je dis pas, c'est pas des cadors comme les Cruz Azul América, voilà, je les ai cités, mais c'était quand même des gros clubs historiques. Quel a été l'impact sur les supporters chilangos, donc de DF, mais également les supporters qui les ont accueillis à Cancún ou à Aguascalientes? Déjà, tu as dit quelque chose, tu as dit que les clubs ont décidé de partir. Souvent, c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment décidé. Il faut savoir que comme dans n'importe quel pays, la plupart du temps, quand le stade ne t'appartient pas, tu dois payer la place pour le stade, tu dois payer le loyer, quoi. Necaxa, qui est quand même un club qui a gagné, il me semble, plusieurs championnats, plusieurs fois le championnat, je ne sais plus trop combien, mais c'est un club qui était important à un moment donné, dans les années 70 et dans les années 90. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus les ressources, quand surtout la base de supporters décroît, c'est un truc qui est assez fréquent, c'est que le club décide de s'exiler dans une ville à fort potentiel. Alors, en France, on ne peut pas avoir d'exemple parce que c'est un club, une ville, mais à Mexico, à un moment, on s'était retrouvé un club avec une ville avec 5 clubs, qui est Mexico, et l'América qui siphonnait la plupart des supporters, Cruz Azul qui siphonne la plupart des supporters. Il faut savoir que les années 90, c'était une grosse domination de clubs de Mexico. Et donc, Necaxa a décidé de partir à Aguascalientes. Et c'est dans les années 2000 que Atlante a décidé de partir à Cancún. Déjà, principalement parce qu'Atlante avait très peu de supporters. Et ensuite, parce que Cancún est une nouvelle ville. Il y a 40 ans, c'était un village. Aujourd'hui, c'est une ville d'1 million d'habitants. Donc, c'est différent, en fait, je pense, quand tu es dans un pays qui est en constant développement et qui gagne 1 million d'habitants par an.
les évolutions sont forcément différentes à celles de vieux pays européens dont parfois la population décroît ou stagne. Donc voilà ce qui se passe. Et ensuite, la base de supporters, elle se fait plus ou moins rapidement. Aguascalientes, ça s'est fait quand même assez rapidement. Aujourd'hui, Aguascalientes est un bon club de première division. Un bon outsider. 15-20 000. Oui, voilà, ça a déjà participé à une phase de playoff. Ils sont actuellement premiers d'ailleurs de la phase régulière. Oui, voilà, ils sont actuellement premiers. Après, voilà, le championnat est extrêmement serré. C'est-à-dire que peut-être que dans 2 semaines, ils sont 3e. Donc, mais oui, en tout cas, c'est un club qui va disputer les playoffs une nouvelle fois. Et c'est un club qui fait 20 000 minimum, 25 000, voire 30 000 lors des gros matchs. Donc, c'est un club qui a su trouver son public. Atlante, c'est différent. C'est plus compliqué. D'ailleurs, ils sont en seconde division, Atlante. Et oui, voilà, ils sont redescendus en seconde division. Ils sont parés pour y rester. Puis parce qu'en fait, Cancun, c'est une ville particulière. Déjà, c'est la culture, c'est une culture plus caribéenne. Donc, moins football et plus baseball. C'est surtout que c'est une ville nouvelle avec peu de culture en fait sur le long terme. Il n'y a aucun habitant de Cancun qui est de Cancun. C'est une ville, une station balnéaire qui s'est remplie d'habitants de la région au fur et à mesure. C'est peut-être plus difficile, je pense, de forger une culture de Cancun avec un club de Cancun à la culture longue. D'accord. Contrairement à Aguascalientes. Alors, il y a une autre... ça c'est mon avis. Hein. C'est à mon avis, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ça. Ça reste mon avis. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Là, je suis vraiment en train de donner ma perception de ce qu'est en train de devenir l'Atlante et de ce qu'est devenu Necaxa. D'accord. Moi, j'aimerais aussi parler de 2 autres formes de franchise. La première, c'est celle qui consiste en la création de filiales dans d'autres états du pays. Je pense à Cruz Azul, qui est un club historique de DFA et qui a créé des filiales de division inférieure à Morelos ou Hidalgo. Il y a eu les Chivas Tijuana aussi, ou encore il y a les Tigrillos, affiliés aux Tigres, mais qui étaient dans le même état, hein, dans l'état du Nuevo León, mais pas à Monterrey. Et quel est le but de ces expériences pour les clubs ? Alors déjà, il faut dire qu'à la base, Cruz Azul, c'est un club particulier, c'est une coopérative qui a été créée il y a je ne sais combien d'années. Alors le club fonctionne encore sous forme de coopérative. C'est un cimentier. C'est compliqué. Coopérative de ciment, d'ailleurs, on les appelle les cimenteros. On appelle les cimentiers, quoi, ou même les maçons, parfois, les albañiles. C'est donc, même si c'est une des raisons, je pense, pour laquelle le club n'arrive plus à progresser, c'est que ça reste un fonctionnement bizarre. Et à la base, cette entreprise est basée dans l'état d'Hidalgo, donc historiquement, il y a beaucoup de supporters encore de Cruz Azul qui sont dans cet état-là, et donc voilà, c'est un club qui est particulier. Il me semble même que les débuts du club étaient dans l'état d'Hidalgo, et c'est ensuite parce que le siège social a bougé à Mexico que le club est venu à Mexico et a fondé son stade Azul comme bleu, donc comme la couleur du club et le nom du club, la croix bleue. Donc voilà. Et aujourd'hui, le Cruz Azul joue à l'Azteca. Et comment des clubs universitaires comme les Tigres, qui est, on le rappelle, un club universitaire à la base, UANL, je crois, je me trompe pas, ou Universidad Autónoma de Nuevo León. Voilà. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est difficile à dire, c'est pour ça. Oui, c'est pas facile à dire, UANL. Déjà, eux, comment un club universitaire a pu créer une franchise en plus dans le même état? Et il me semble aussi que les Pumas l'avaient fait. Ou je dis pas. On a donné la comparaison avec les États-Unis, mais c'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a pas mal de clubs de certains sports qui sont des clubs universitaires. Il y a, par exemple, à Tigres, il y a quand même un investisseur qui est aussi un autre cimentier qui vient investir de l'argent. C'est culturellement un club universitaire qui s'est transformé petit à petit en une entreprise. Et l'entreprise qui possède ce club-là investit. Donc, l'investisseur, c'est CEMEX, c'est-à-dire ciment mexicain. Cementos Mexicanos. Et parlons des Chivas, donc, qui ont fait une tentative dans le nord du pays, à Tijuana, et bien entendu, j'allais en parler, c'est l'autre qui m'intéressait, exactement, les Chivas USA, qui eux concouraient carrément dans un autre championnat, la MLS, à Los Angeles. Ce club aujourd'hui disparu, et du coup, quel était l'objectif des Chivas en créant ce club en MLS Que c'était une franchise en fait. Si on distingue club filial et franchise, il ne me semble pas que c'était une franchise. Il me semble que ils avaient trouvé un club
auquel ils avaient donné les couleurs. Enfin, je sais pas, je connais pas bien l'histoire de la MLS et je connais pas bien l'histoire des. Le club, c'était donc les Chivas USA, c'est ça en fait, Chivas USA tout simplement. Oui, c'est ça. C'était pas total, c'était Chivas USA. USA. Voilà, mais faut savoir que les clubs les plus supportés aux États-Unis, ce sont des clubs mexicains. C'est pas Los Angeles Galaxy, c'est pas New York Cosmos, c'est pas le PSG ou le Barça, c'est les clubs les plus supportés aux États-Unis, c'est l'América et les Chivas. Donc la stratégie, il me semble quand même que c'était de pouvoir continuer de son expansion dans un objectif purement marketing de s'étendre dans des régions peuplées par de nombreux hispaniques et de Mexicains. Il y a quand même D'accord. Il y aura 90 millions d'habitants aux États-Unis. Bah oui. Oui, forcément, il y a une énorme communauté d'origine mexicaine. Dis-moi, voilà. les Chivas USA aujourd'hui n'existent plus. Le club a disparu, n'a pas eu un grand succès sportif. Est-ce que, selon toi, il y aura d'autres tentatives ou l'échec de la filiale des Chivas ou la franchise filiale des Chivas a échaudé les clubs mexicains? J'ai aucune idée. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans les tuyaux. Je pense que ce qui est plus probable, c'est des alliances entre clubs. Des clubs alors, du coup, c'est plus des franchises, c'est pas des clubs secondaires, c'est des filiales un peu comme ou des accords entre clubs, un peu comme quand on pourrait dire Manchester City et Grenade, il me semble, si je me trompe pas. Il y a Porto et Watford qui avaient trouvé un partenariat en Europe. Je pense que c'est plutôt sur cette base-là, sachant qu'aujourd'hui, faut savoir que même si la MLS reste très inférieure au championnat mexicain, je pense que je prends pas trop de risques en disant ça et je ne croise personne parce que si on voit les résultats sur la scène continentale, c'est assez flagrant. Mais c'est quand même un championnat qui monte en termes économiques, les États-Unis, qui aujourd'hui peut payer certains joueurs mexicains et donc du coup, je vois pas forcément le Mexique créer des filiales ou quoi, mais en tout cas créer des alliances ou des après pareil, fois, ça relève plus d'un avis, c'est plus une position qu'une tendance qui aurait tendance à se développer, notamment pour ces raisons-là, pour les raisons économiques. D'accord. Et je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu penses, imaginons quelque chose de science-fiction, est-ce que ce serait imaginable, mais ne serait-ce que imaginable, de voir un historique, l'América, Cruz Azul, les Pumas, les Chivas bien entendu, et puis c'est toujours le débat maintenant de savoir si ce sont des historiques ou pas, Tigres, Monterrey, de les voir changer de ville. C'est compliqué, hein. Moi je pense que c'est pas possible. Après, on voit très bien que dans les sports américains, il y a des grosses institutions qui bougent d'endroit. Qui nous dit qu'en Europe, il y a des gros clubs qui vont pas être achetés par des milliardaires russes ou je ne sais où qui vont devoir changer d'endroit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un club comme les Pumas, c'est impossible vu que c'est le club de la plus grande université d'Amérique latine. C'est impossible. Les Tigres, c'est le club de l'université du Nuevo León à Monterrey, c'est pas possible. Enfin, je vois pas comment l'América pourrait un jour bouger de Mexico, c'est trop ancré. C'est comme si on disait au PSG de partir de Paris en fait. Ouais. Et les Chivas, c'est comme si on disait à l'OM de partir de Marseille en fait. Donc le club, on l'appelle les Chivas, mais ça reste le club Guadalajara, donc officiellement. Donc le club Guadalajara n'a pas vocation à partir de Guadalajara. Et l'Atlas de Guadalajara, est-ce qu'il aurait intérêt, c'est un historique de Guadalajara aussi, mais est-ce qu'il aurait intérêt à partir pour sortir peut-être de l'ombre des Chivas, l'ombre imposante des Chivas? Je pense que ça, c'est je sais pas, je vois pas pourquoi ce serait le cas, d'autant qu'il me semble qu'en termes d'affluence, ils font plus d'affluence que les Chivas. Donc peut-être qu'ils sont dans l'ombre des Chivas en termes de supporters globaux et en termes de titres. Mais l'Atlas remplit plus son stade que les Chivas. C'est peut-être, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une réflexion un peu française souvent de se demander si 2 clubs dans une ville, c'est pas beaucoup. Je pose la question histoire de poser la question. Je connaissais la réponse, t'inquiète pas. Ouais, mais il y a des villes qui vivent avec beaucoup plus que 5 clubs et il y a pas de souci. Je pense à Londres, je pense à Buenos Aires. Donc voilà, non, je crois que l'Atlas a bel et bien sa place dans le panthéon du football tapatío à Guadalajara, que tu connais bien. Même si leur armoire à trophée
Depuis 51. Depuis 60 ans. Mais... 51, le dernier titre. Ouais, donc j'ai dit 60 ans, donc ouais, on approche bientôt les 70 ans. Donc... Et oui, El Zorro qui galère, pire, et qui joue en rouge et noir. C'est un truc d'équipe en rouge et noir, on pense aux Rennais. Bah, ça y est, le sort est brisé pour les Rennais. Mais bon, voilà. Pour combien de temps Pour combien de temps, Rennes ? Eh oui, pour combien de temps ? Allez, avant de se quitter, Diego, un petit mot sur cette... on est sur la clausura ou l'apertura, là, tu m'as perdu. On est sur l'apertura. L'apertura. Oui, on est sur l'apertura. Alors, comme tu disais en début, mais c'est pas un problème parce que de toute façon, c'est un championnat à play-off, mais les gros sont pas du tout au rendez-vous. Il me semble qu'il n'y a aucun historique dans le top 3. Il y a l'América qui est 4e, comme tu le dis, c'est serré. Voilà. Donc l'América est 4e, Tigres 6e. Alors Tigres qui vient de se réveiller, qui vient de gagner 2 matchs, mais sinon, jusqu'à la 10e journée, ils étaient 8e ou 9e. Monterrey qui n'est pas du tout dans le coup, Chivas on n'en parle pas, Cruz Azul on n'en parle pas, Pumas on n'en parle pas. Donc il n'y a aucun historique qui est dans le coup, mais c'est ce qu'on écrit à chaque fois dans nos chroniques, c'est qu'au Mexique, peu importe d'être là au mois d'octobre, au mois de novembre, ce qui compte, c'est à partir des 8 pour accéder aux playoffs, parce que la plupart, déjà il existe la malédiction du champion, enfin du leader. Oui. C'est-à-dire que le leader, il me semble que sur les 30 derniers tournois, il n'y a qu'une ou deux fois que le leader... Ah oui, c'est très très rare. C'est très très rare. Il me semble que les Tigres ont réussi à la briser. C'est-à-dire que... Alors peut-être que les Tigres ont réussi, c'est sûr que c'est que l'América avait réussi à le faire, en 2015, il me semble. Mais non, les Tigres, je crois pas, parce qu'en fait, les Tigres, ça a beau être l'équipe la meilleure sur les 5-6 dernières années, et l'équipe la plus puissante, ils finissent jamais leader, c'est simple. Ouais, pas du temps, ils finissent 3e ou 4e. Et parce que justement, il y a quelque chose que le Tuca Ferretti, l'entraîneur, a compris. C'est pas important de partir au galop et de terminer leader. Ce qui compte, c'est de faire partir les 8, d'essayer d'éviter les autres gros dans la poule et de s'en sortir. Donc, ça va largement suffire à Ferretti et les Tigres pour être favoris une fois que les playoffs auront commencé. D'accord, très bien. Merci Diego. Il reste tout de même, il reste maintenant 19 journées. Enfin, il y a 19 journées, donc maintenant il reste 6 journées à peu près. 6-7 journées. Donc en effet, il reste des points à prendre pour les gros pour arriver à rentrer dans les clous, à rentrer dans les 8 premiers pour se qualifier pour la Liga, les playoffs. Merci beaucoup Diego, merci de t'avoir retrouvé sur les podcasts Bola Latina et de nous avoir ramené le Mexique. Bah oui, c'est avec plaisir. Hein. Et puis cette fois, on se quittera pas aussi longtemps. La prochaine fois, tu en parleras del Tri de Tata Martino. Il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Bah ouais, on peut parler de En effet, oui. Merci beaucoup Diego, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.